vous expliquer. Mon honneur est double, puisqu'il est d'une part très personnel. Je ne vous cache rien aujourd'hui. Il s'agit ici de ma première table ronde, en tout cas de la première présidence de table ronde. Alors certains, et pourtant de proches amis, diront que je vieillis et que j'ai maintenant atteint l'âge de présider et d'exercer de telles fonctions. D'autres, dont je préfère faire partie, verront plutôt en une telle fonction une invitation à être un spectateur privilégié. Celui qui va pouvoir poser des questions vers toutes les observations et ce, sans même que M. Zanaro n'ose me couper la parole. Ça reste à voir, mais c'est message outre cet honneur très personnel, finalement, et puis égoïste, celui-ci est d'autre part plus altruiste en ce que je suis singulièrement fier d'être ainsi accompagné et de pouvoir passer la parole d'abord à Mme Marie Scherer, qui reviendra donc précisément sur la protection de l'intégrité physique de la personne. À M. François Perrin, qui abordera la question de la protection de la victime par le droit physique de la victime. Ça. Et à Mme Alexandra Kaczynski, qui répondra à la question qui fait d'ailleurs écho à l'intitulé même de ces assises, comment passer de l'aide à la protection des victimes. Ensuite, nous laisserons en effet la parole pour quelques minutes à Mme Léa Guyot de Camille et Mme Clémence Néra, qui présenteront le rôle du défenseur des droits dans la protection des victimes. Vous voyez, on a un petit peu modifié le programme et on a ajouté alors ces interventions très intéressantes. Et au seul rappel des intitulés de ces interventions, j'ai déjà un nombre incalculable de questions et d'observations à formuler, mais j'ai hâte. C'est en ce sens, peut-être, une certaine frustration, je vous l'ai dit, m'anime. Je dois l'avouer, en effet, l'universitaire, l'enseignant en victimologie générale, c'est le plus rapide que je suis, aura du mal à se taire. Vous le voyez déjà, et vous le remarquez déjà maintenant. Je pensais avoir l'occasion, lors de ces assises, de vous exposer quelques éléments de ma propre réflexion relative à la prise en charge des victimes, notamment par la collectivité, et ainsi aborder avec vous la question de la victimisation secondaire, ou encore celle de la place de la victime dans le procès pénal. Je m'interroge. Je pensais aussi, peut-être, avoir l'occasion de revenir lors de ce congrès, sur la question de la victimologie générale en France. Est-ce que ça existe d'ailleurs, cette victimologie générale? On en parlait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que la victimologie générale existe, et spécialement en France? Ou encore plus fondamental, et on utilise ce terme d'ailleurs depuis ce matin, plus fondamental encore, je pensais avoir l'occasion également de revenir avec vous sur une question qui me trotte dans la tête comme une petite musique sans fin. Mais finalement, qu'est-ce donc une victime? Quelle est la définition d'une victime? Qu'est-ce qu'une victime? Et comment peut-on aborder ce sujet si particulier qui nous intéresse aujourd'hui? Si pour toutes ces raisons m'anime une certaine frustration, notez bien que je n'ai aucune prétention. D'abord parce que je ne doute pas que nous allons pouvoir disposer de très nombreux éléments de réponse à ces questions, et bien plus encore à la collection des différentes interventions de nos invités. Et ensuite, parce que j'ai consulté certains de mes collègues qui, eux, ont l'âge d'être président de table ronde, afin de savoir quel était précisément mon rôle en telle qualité, et afin de répondre au mieux à l'invitation des organisateurs qui me font cet honneur. Ils m'ont alors répondu tous la même chose, mettre la lumière sur d'autres qui, eux, ont des choses intéressantes à dire. C'est donc au regard de ce conseil singulièrement avisé que je me sens donc bien à ma place, et que je laisse la parole pour commencer à Mme Scherer, afin d'aborder la question de la protection de l'intégrité physique de la personne. Merci beaucoup. Merci pour ce propos introductif. Merci de m'avoir convié pour prendre la parole au nom de la gendarmerie et effectivement pouvoir parler de ce passage de l'aide à la protection dans le cadre de notre travail quotidien. Donc finalement, mon propos s'articulera en 4 points. Peut-être rappeler l'importance du cadrage de notre action en direction d'une victime, de la stratégie intégrée et partenariale que je vais essayer de valoriser auprès de vous, et je pense que pour travailler avec bon nombre d'entre vous, vous ne découvrirez pas que nous sommes très présents à vos côtés. Enfin, vous parlez de cette volonté assumée qu'a la gendarmerie de protéger et de
d'innover pour toujours mieux protéger les victimes et peut-être intervenir rapidement au propos en disant qu'effectivement, il n'y a pas une victime, il y a une pluralité de victimes et c'est bien de toutes ces victimes dont nous essayons de nous occuper évidemment au mieux. Donc pour commencer ce propos, mon propos liminaire, effectivement, la victime a une place particulière, évidemment, vis-à-vis de nos gendarmes, puisque les victimes sont des usagers que nous recevons quotidiennement. Nous avons à faire face à des situations diverses et variées dans notre quotidien, et nous nous devons de bien les accueillir. Donc déjà depuis 2004, nous avons une charte de l'accueil du public qui doit garantir la qualité d'un accueil respectueux, une écoute attentive. Nous avons depuis 2014 un code de déontologie qui est renforcé toujours cette idée d'un accueil évidemment bienveillant des victimes, d'un traitement des problématiques qu'elles nous exposent. Nous avons régulièrement des directives qui permettent de cadrer le travail des gendarmes en fonction des évolutions juridiques, législatives, qui permettent également d'expliquer les nouveaux dispositifs, le questionnaire d'évaluation des victimes, l'évaluation du danger, tous les nouveaux outils et nouveaux leviers que l'on met à disposition des gendarmes, que l'on explique, que l'on enseigne, afin qu'ils puissent être ensuite sur le terrain évidemment repris. Un raisonnement avec le terme protégé, l'acronyme, si ça vous intéresse d'ailleurs, tout à l'heure je pourrais peut-être reprendre chacune des lettres pour vous expliquer comment avec cette grille d'analyse rapide, on demande à nos gendarmes d'évaluer une situation. Nous avons également veillé à ce que la main courante ne permette pas d'enregistrer des infractions à la loi pénale, donc c'est très important également dans le cadrage. Une infraction à la loi pénale, ça fait l'objet d'un procès verbal, on relève des infractions, donc c'est très important pour les victimes. On ne reçoit pas les victimes en leur proposant une main courante, effectivement, une infraction. Nous avons une politique d'audit de l'ensemble de nos unités, du travail qui est effectué sur le terrain, avec une façon de procéder de type client mystère qui permet d'évaluer sur le terrain le travail qui est mené par nos gendarmes, pour pouvoir évidemment, à chaque fois que c'est nécessaire, progresser ou en tout cas favoriser un progrès dans l'accueil des victimes. Et enfin, eh bien, nous déployons, c'est vrai depuis le Grenelle encore davantage, eh bien, un certain nombre de formations en direction de nos gendarmes pour qu'ils puissent évidemment comprendre tous les ressorts qui se cachent derrière l'ensemble des infractions que nous avons à traiter. Les violences intrafamiliales, bien évidemment, font l'objet d'un ressort spécifique. Il faut comprendre comment ça fonctionne, mais ça a été très bien dit depuis tout à l'heure, l'ensemble des victimes auxquelles nous sommes confrontés peuvent venir nous rencontrer pour vraiment des situations très diverses. Ce n'est pas uniquement les violences intrafamiliales. Nous devons être à la hauteur pour chacune d'entre elles et écouter attentivement et apporter une réponse qui sera à chaque fois individualisée, adaptée. Donc simplement pour recadrer un petit peu déjà la façon dont la gendarmerie pose un cadre pour l'accueil des victimes. Ensuite, ce qui est très important pour nous, et ça je dois le rappeler, c'est la stratégie partenariale que nous menons. Parce que trouver une solution pour une victime, souvent, ça va impliquer de pouvoir disposer de plusieurs leviers. Le levier pénal en est un, mais ce n'est pas le levier unique. Et pour résoudre une situation, apporter la meilleure réponse individualisée, eh bien, nous avons besoin d'autres leviers. Donc ce travail partenarial, il est essentiel. Nous avons un réseau territorial de correspondants qui, sur le terrain, sont plus particulièrement formés à l'ensemble des thématiques que nous rencontrons et qui vont être donc toujours en local évidemment l'interlocuteur privilégié des associations que vous représentez aujourd'hui, de façon à pouvoir travailler en commun. Ce travail partenarial, la gendarmerie vraiment le promeut et elle est proactive, puisque nous considérons que c'est véritablement ensemble que nous pouvons progresser et rendre, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai noté, un service de qualité au bénéfice des victimes, parce que c'est quand même bien là, évidemment, l'objectif. Et c'est sûrement par là d'ailleurs que j'aurais dû commencer le propos, ce service de qualité pour les victimes, à leur bénéfice. Donc cette approche partenariale, elle est très large, nous travaillons avec de très nombreuses associations. Je ne peux pas les citer tous, vous êtes ici très nombreux, mais effectivement le sujet excède largement le sujet des violences intrafamiliales. Nous traitons toutes les victimes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la nature de l'infraction. Nous avons également une approche partenariale sur le volet institutionnel qui permet
d'apporter d'autres leviers. Nous avons un certain nombre d'officiers qui sont présents dans des structures comme la délégation internationale d'aide aux victimes, comme la MILDECA, la MIVIBUD, qui sont également des relais précieux pour nous, pour continuer à alimenter un partenariat institutionnel et travailler tous dans une même dynamique, avec une synergie d'ensemble globale au profit des victimes. Donc c'est quelque chose qui est véritablement au cœur de notre stratégie en faveur des victimes, ce travail partenarial. Et donc, ce travail partenarial, eh bien, nous le réalisons avec un mot d'ordre, une volonté assumée, celle de mieux protéger. Aujourd'hui, comment mieux protéger? Il y a plusieurs façons de le faire. Et la stratégie du directeur général, celle qu'il a en tout cas actée dans sa stratégie juin 2024, pour la population et par le gendarme, eh bien, c'est une stratégie de proximité. C'est très important de le rappeler, et c'est aussi pour ça que c'est vraiment, pour moi, quelque chose de très symbolique d'être aujourd'hui dans les territoires pour parler de ces sujets, parce que ce sont dans les territoires que ces problèmes se règlent. Évidemment, moi je parle au niveau central, mais les acteurs de terrain sont ceux qui font vivre ces sujets. C'est à eux qu'il faut évidemment rendre hommage pour le travail qui est fait tout au long de l'année. Cette dynamique de proximité, eh bien, nous la travaillons sous l'angle de la portabilité d'un certain nombre de nos outils. Notre ambition, c'est de pouvoir être au plus près de la victime, au plus près de ses besoins et en proximité. Donc c'est véritablement comme ceci que nous souhaitons continuer à faire évoluer la stratégie de la gendarmerie, une stratégie en mobilité, au plus près des victimes. Donc on a parlé, effectivement, il s'est été rappelé en début de propos, que la prise de plainte hors les murs de nos brigades de gendarmerie était quelque chose sur lequel nous travaillons, et c'est effectivement une réalité aujourd'hui. Et c'est quelque chose vers lequel on tend de plus en plus avec un travail assez innovant sur les outils qui nous permettront de prendre des dépôts de plainte ou de l'enregistrer en mobilité au plus près des besoins de la victime, là où c'est le plus pertinent finalement au moment où nous allons rencontrer la personne qui a besoin qu'on lui apporte une aide. Mais cette proximité, nous avons plusieurs façons de la travailler. Nous avons aussi pris le parti parfois d'être présents à l'endroit des grands rassemblements de personnes, puisque nous considérons aussi que c'est à cet endroit parfois que nous pouvons établir le contact avec certaines victimes qui n'oseraient pas venir pousser la porte de nos brigades, qui en revanche, peut-être en nous croisant, oseront venir nous parler. Donc de plus en plus, nous sommes présents dans les centres commerciaux. Alors généralement, on le fait en plus avec nos partenaires associatifs et on délivre un message de prévention. Mais quand on délivre ce message de prévention, finalement, on se met aussi à disposition de personnes qui viennent nous parler et qui parfois, quand elles viennent, ont quelque chose à nous dire. Et le fait d'être accessible et parfois dans l'environnement des gens, sans que même est à fournir un effort supplémentaire pour venir nous rencontrer, bien, ça permet de libérer cette parole. C'est aussi quelque chose que nous pratiquons. Qui fonctionne bien. Alors, ça fonctionne pour les endroits où on a une concentration de population, mais de la même façon, dans les endroits qui seraient plus isolés, dans des endroits un peu plus reculés, eh bien, nous avons développé un certain nombre de possibilités d'aller à la rencontre des personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité de venir jusqu'à nous, en développant des systèmes de gens de truck, de gens de drive. Donc là, véritablement, ce sont des gendarmes qui vont à la rencontre des personnes sur des territoires plus isolés, pour leur donner également une opportunité de nous rencontrer et éventuellement de venir nous confier les situations où peut-être ils n'avaient pas la possibilité de venir nous présenter différemment. Donc ce travail en proximité, vous l'avez compris, il se fait sous plusieurs aspects. Il y a évidemment un nouveau domaine qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui, et bien c'est tout l'aspect numérique, puisque la proximité physique, évidemment, il faut la conserver, c'est très important, le contact humain avec nos victimes. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de ne pas exister dans l'espace numérique et de ne pas offrir à une victime la possibilité également de venir nous rencontrer dans cet espace numérique afin qu'elle puisse être renseignée. C'est tout le sens de la brigade numérique que nous avons développé déjà depuis février 2018, qui a été renforcé ensuite par le portail de violences sexuelles et sexistes. Nous avons renforcé nos équipes et notamment dans la formation de l'ensemble des gendarmes qui sont en capacité de mener des chats H24 avec les personnes qui le sollicitent. Ces gendarmes ont reçu une formation spécifique à l'ensemble des thématiques. Les violences intrafamiliales en font partie, et c'est la raison pour laquelle, à travers notre brigade numérique qui accueille le portail des violences sexuelles et sexistes, et bien dans l'espace numérique, nous pouvons être disponibles pour une personne qui peut-être a besoin d'un renseignement, se demande si elle est victime, se demande si elle serait légitime à venir déposer une plainte,
n'a peut-être pas le temps de venir à la brigade, ou ne le prendra pas, pensant que son problème peut être mené. Eh bien, par cet outil, eh bien, nous créons une possibilité, en fait, de répondre aux questions, de renseigner et d'orienter, de façon à proposer un premier accompagnement à une personne qui, peut-être, en toute discrétion, ne souhaitant pas rencontrer le gendarme qu'elle voit peut-être à la sortie d'école quand elle va chercher ses enfants, parce que c'est aussi ça la réalité de la gendarmerie dans les territoires, eh bien, elle pourra, par ce biais, prendre un premier renseignement, se rassurer peut-être aussi sur comment sera traiter cette situation, et ensuite venir déposer une plainte. En tout cas, c'est un canal de discussion que l'on a créé. Donc cette proximité, c'est véritablement quelque chose que nous cultivons et que nous avons véritablement mis en œuvre pendant la crise Covid à travers notre opération #Répondre présent, puisque c'est comme ça que nous l'avons appelée, une opération qui a visé à rentrer finalement dans le quotidien des gens, parfois dans leur foyer, par tous les moyens envisageables. Donc c'est vrai que si c'est par le smartphone et par l'intermédiaire de la brigade numérique, très bien, donc les nouvelles générations en tout cas sont assez adeptes de ce mode de discussion, mais afin de toucher l'ensemble des personnes que parfois nous voudrions pouvoir renseigner, nous avons aussi mis en place un dispositif Hermès. Il s'agissait de messages de prévention sur les sachets de pharmacie, sur les baguettes de pain, un rappel, des numéros d'urgence permettant finalement à tout un chacun de disposer d'un certain nombre d'informations. C'est de cette façon que nous cultivons de plus en plus la proximité pour permettre à la victime de venir nous rencontrer. Voilà. Et nous le faisons au nom de toutes les victimes évidemment de violences au sein du foyer, etc. On en parle beaucoup en ce moment, on travaille beaucoup sur ces sujets, mais on travaille également sur les sujets liés au numérique qui se sont très très fortement développés pendant la crise Covid, l'exposition aux menaces dans l'espace cyber de toutes les personnes, d'ailleurs pas uniquement des enfants ou des personnes peut-être plus âgées, puisque nous sommes tous exposés en fréquentant l'espace numérique à un certain nombre d'infractions cyber que parfois d'ailleurs nous reconnaissons et parfois non. Actuellement une grande opération de phishing qui se développe, mettant en cause notre directeur général entre autres, et qui sévit depuis un certain temps, qui pose un certain nombre de questions, on communique beaucoup dessus, mais en fin de compte on s'aperçoit que cette arnaque, ce faux email, finalement, touche l'ensemble de la population. Donc les infractions cyber, on peut tous en être victimes. Donc on a un travail de vulgarisation à faire vis-à-vis de la population. On est tous victimes potentielles sur ces sujets. Et puis finalement, pour s'adapter à ce contexte sanitaire un petit peu particulier et aux menaces nouvelles qui ont pu émerger au sein du foyer à partir du moment où on a été contraint de rester à la maison, eh bien, on a pris aussi évidemment le parti de recontacter un certain nombre de victimes pour prendre des nouvelles, toujours avec cette logique de proximité. Voilà. Donc on est véritablement dans l'idée d'être présent auprès des victimes, d'être présent en proximité, de nouer une relation de confiance qui permet de libérer la parole, qui permet aussi de suivre les situations et d'être le plus efficace possible à chaque fois que c'est nécessaire. Voilà. C'est avec cet esprit en tout cas que la gendarmerie aujourd'hui avance sur le sujet de l'aide aux victimes. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On a bien en effet les efforts de la gendarmerie qui met en œuvre différents moyens, différentes formations, si j'ai bien compris, on pourra éventuellement y revenir. Et la stratégie de proximité physique et numérique, ça aussi, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on pourra revenir ultérieurement sur la prise en charge en fonction des infractions. Parce que vous avez expliqué en effet que, bien sûr, vous rencontrez toutes les victimes de toutes les infractions, et j'imagine qu'on n'accueille pas de la même façon une victime de violence familiale, intrafamiliale, que les victimes en effet sur le cyber. Donc on pourra éventuellement y revenir ultérieurement. Je vais passer la parole maintenant, je crois, oui, c'est ça. Monsieur François Perrin qui revient donc sur et qui va aborder la question de la protection par les droits, connaître et faire valoir ses droits. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on m'a demandé d'intervenir sur la thématique connaître et faire valoir ses droits. Alors, je commencerai par un constat, c'est celui selon lequel la justice pénale a des difficultés récurrentes à prendre en compte les victimes, surtout pendant le temps du procès.
ma qualité de membre du ministère public, j'ai assisté à plusieurs reprises au dialogue de sourds, pas d'autre expression, entre un président d'audience et une victime. La simple question posée par le président, vous constituez-vous partie civile, suscite bien souvent interrogation chez la victime. Quant à la question, pouvez-vous chiffrer votre préjudice, elle suscite bien souvent le désarroi le plus complet chez la victime et parfois l'incompréhension chez le juge qui n'apprend pas toujours que ces questions pour lui si évidentes ne sont pas comprises par une victime qui met les pieds pour la première fois dans une salle d'audience. Force quand même est de constater que ce dialogue de sourds est de moins en moins fréquent dans nos salles d'audience, tout d'abord parce que les magistrats ont pris conscience qu'il fallait prendre en compte les victimes comme acteurs du procès, et je pense qu'on a, sincèrement, je pense que notre culture professionnelle a beaucoup évolué sur ce point. Puis, il est indéniable que beaucoup a été fait dans le conseil et l'accompagnement des victimes, même s'il reste encore des marges de progression. Depuis une vingtaine d'années, les droits des victimes ont été reconnus à tous les stades de la procédure. De même, à tous les stades de la procédure, une information sur l'exercice de ces droits est garantie par le Code de procédure pénale. Ainsi, je fais un petit rappel du texte, mais voilà, il me semble nécessaire, lors de tout dépôt de plainte, un récépissé doit être délivré, qui précise les droits reconnus à la victime, tel celui qui se constitue partie civile, ou d'être aidé par une association des victimes agréées. Récemment, un nouvel article 15.3.2 du CPP a prévu qu'en cas de plainte déposée pour des violences conjugales, la victime devait être informée, donc par le policier ou par le gendarme, de son droit à solliciter le bénéfice du dispositif bracelet anti-rapprochement. On pourrait de plus en plus sur l'information des droits au moment du dépôt de plainte. Au niveau des suites données aux procédures, le parquet doit informer bien sûr les plaignants des orientations données, et ainsi, en cas de cassation de suite, il délivre un avis de classement. Orienté vers un jugement, toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date d'audience, bien évidemment. L'avis adressé par courrier, mais également par certains parquets désormais par voie électronique, est également très détaillé. Alors, je vais faire un essai d'audience. Je vais donc sortir devant vous, si j'arrive à le retrouver, notre avis d'audience du tribunal correctionnel de Nancy, qui, voilà, effet d'audience, qui est composé quand même, alors c'est difficile, un million, qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Je reviendrai sur ce sujet. Je lis simplement les têtes de chapitre, continuez mon effet d'audience, comment présenter votre demande, mes têtes de chapitre, quelle démarche est-il conseillé de faire avant l'audience, quelle démarche effectuée auprès de votre assureur, quelle démarche effectuée auprès de la caisse privée d'assurance maladie, si vous bénéficiez d'une assurance protection aujourd'hui, 2 points, vous pouvez demander à bénéficier de GOSF, 2 points, l'association des victimes, donc vous avez droit à un chapitre. Que devez-vous faire si vous assistez à l'audience? Que se passe-t-il après l'audience? Le juge délégué aux victimes. Comment percevoir le dommage intérêt en cas de condamnation de l'auteur des faits dont vous êtes victime? Et enfin, demander une aide au recouvrement au SARF. Voilà. Donc, un avis d'audience très détaillé et qui couvre vraiment la totalité des droits susceptibles d'être exercés par une victime au cours du procès et même après le procès. À l'audience, d'ailleurs, le président de l'audience est tenu, lors du rendu de la décision de cette juridiction, d'informer la victime de son droit de saisir les services. D'ailleurs, c'est une obligation importante puisque c'est l'existence de cet avis qui va faire qui va déclencher le point de départ le délai d'1 an pour saisir le service. Au niveau de l'exécution des peines, un exemplaire de jugement est adressé à la partie civile, dans l'hypothèse de la victime, il s'est constitué partie civile, et obtenu des dommages et intérêts, et cet envoi est accompagné d'un avis, également extrêmement détaillé,
pour expliquer comment mettre à exécution le jugement dans ces dispositions civiles. Donc, pour résumer, beaucoup d'informations sont délivrées aux victimes. Et dire que la victime n'est pas informée serait une contre-vérité. Par contre, c'est là où je veux en venir, la lisibilité des informations délivrées, une vraie difficulté. Les termes juridiques sont difficilement compréhensibles et l'abondance des informations délivrées nuit à leur intelligibilité. Trop d'informations est une information. L'exemple de l'avis d'audience de 5 pages est assez significatif, d'où la nécessité d'organiser à tous les niveaux de la procédure un accompagnement des victimes pour rendre effectif l'exercice de leurs droits. Car connaître ces droits ne veut pas dire les comprendre. Ainsi, dans tous les documents remis aux victimes du dépôt de plainte à la phase d'exécution des peines, sont en principe rappelés la possibilité de se faire conseiller par un avocat payant, pris en charge totalement ou partiellement par le juridictionnel. Plusieurs barreaux d'ailleurs ont organisé des permanences des victimes avec un numéro de téléphone unique. Il s'agit de dispositifs utiles, notamment, par exemple, pour assister une victime lors d'une procédure urgente de type comparution immédiate ou CRPC sur un déferlement. Je note toutefois que la présence d'un avocat n'est toujours pas prévue au moment du dépôt de la CPP, prévoit la présence d'un avocat uniquement pendant la confrontation avec un garde à vue. Donc au niveau de l'enquête, il y aurait sans doute un progrès à faire pour permettre la présence d'avocats au moment du dépôt de plainte, ce qui permettrait de garantir une prise en compte peut-être plus efficiente de la parole, même si j'ai entendu que beaucoup de choses avaient été faites côté gendarmerie et également côté police. Il est également rappelé dans ces documents remis les coordonnées de l'association locale de pédovictimes. Alors, et je pense sincèrement, l'accompagnement assuré par ces associations est essentiel. Ces associations font au quotidien le lien entre victimes et acteurs judiciaires, et en tant qu'acteur judiciaire, j'ai inclus évidemment les avocats. Elles traduisent en langage compréhensible les différents formulaires et avis remis aux victimes. Elles participent fondamentalement à la démocratisation de la justice en la rendant plus proche des citoyens. Je ne peux pas parler des associations des victimes sans parler du bureau des deux victimes. Ces bureaux des deux victimes, ça a été rappelé par le garde des Sceaux. Ces bureaux des deux victimes ont été généralisés par une loi du 27 mars 2012. Cette création des BAV a visé à réorienter l'activité des associations des deux victimes vers les palais de justice. Pendant des années, le ministère avait demandé à ces associations, à vous, d'aller dans les MJT, faire des permanences dans les mairies. Et là, dans le cadre de la politique, ce qu'on appelait à l'époque la politique judiciaire de la ville, là, on a demandé d'inverser le mouvement et de, quelque part, investir les palais de justice et de s'occuper de la victime en sa qualité de justiciable. Les missions du BAV sont très clairement définies. C'est ça l'intérêt du texte, c'est que tout est très clair. Et notamment par l'article T47-615 du CPP, le BAV, qui, comme je l'ai dit, situé dans l'ensemble judiciaire, a vocation, de manière générale, à informer, à assurer l'information des victimes qui sont concernées par une procédure. Le BAV a ainsi vocation à expliquer aussi les droits des victimes, selon l'orientation de la procédure. Le BAV également a vocation à expliquer également les conséquences, par exemple, d'un classement sans suite, et notamment la possibilité de recourir au procureur général pour contester un classement sans suite. Certains parquets vont été au-delà. Le parquet mandate les associations des victimes, vous savez, pour ce qu'on appelle la notification de classement sans suite. En réalité, il s'agit essentiellement d'expliquer aux victimes les droits qui leur sont reconnus, la possibilité de contester ces décisions de classement sans suite, et également aussi d'expliquer parfois les raisons juridiques qui ont amené le parquet à classer, notamment les problèmes de prescription. En matière de viol et d'agression sexuelle, moi j'estime, ça c'est ma position de procureur, j'estime qu'envoyer un simple avis de classement sans suite, je viens qui composé de 2 ou 3 pages, comme ça, de manière administrative, c'est une violence institutionnelle.
Et je pense fondamentalement que ce type de classement sans suite doit s'expliquer. Et les magistrats du parquet, je suis désolé de le dire, n'ont pas les moyens de recevoir toutes les victimes qui font l'objet, qui, pour les procédures, font l'objet de classement sans suite. Et c'est pour cette raison qu'on mandate ces associations pour expliquer les mécanismes juridiques qui amènent au classement sans suite. Et aussi, j'ai entendu tout à l'heure M. Bourreau, je suis tout à fait d'accord, et qui peut après entraîner un travail en dehors même de la procédure pénale, d'accompagnement, parce que je pense effectivement que l'accompagnement ne s'arrête pas au classement sans suite. Il peut également se poursuivre, ou jugeant, il peut se poursuivre au-delà, notamment par la justice restaurative. C'est un mécanisme qui permet également de trouver une réponse hors temps judiciaire, parenthèse, je dirais, pour donner une réponse donc, aux victimes qui ont été victimes de ces pressions. J'en viens au bar. Le bar joue un rôle essentiel dans les audiences. Souvent, le bureau est à proximité de la salle d'audience. Et donc, ils sont mobilisés par les parquets dans le cas de comparution légale, notamment les mesures d'urgence, pour informer les victimes de la tenue d'audience, de la possibilité de mandater un avocat, qui peut les assister ou les représenter lors de l'audience. Donc, le BAR, et M. Garde des Sceaux a raison de le souligner, le BAR est devenu un partenaire essentiel pour assurer l'information des victimes, notamment dans le cas de l'urgence. Le BAR aussi joue un rôle essentiel après l'audience, puisque c'est peu connu, mais l'article D47-615 du CPP prévoit que les parties civiles doivent être orientées systématiquement après l'audience vers le bureau d'aide aux victimes pour que celui-ci leur explique de vive voix la manière de percevoir l'indemnisation fixée par le tribunal. Donc, résumons, avocat et permanence victime, d'une part, association d'aide aux victimes, bureau d'aide aux victimes, d'autre part, permettent donc que des victimes exercent effectivement leur droit au-delà de la simple information et qu'elles puissent effectivement exercer leur droit. Alors, il y a quand même quelques lacunes dans le dispositif d'accompagnement, notamment les week-ends. Bon, ça a été abordé, je ne peux rien dire que je suis la voix du ministère de la Justice, ce qui est un peu vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin que les associations d'aide aux victimes puissent assurer une astreinte des week-ends, et voire même les nuits, pour assurer un accompagnement des victimes gravement traumatisées. Il ne s'agit pas d'assurer un accompagnement de toutes les victimes, mais les victimes les plus gravement traumatisées, les victimes de viol par exemple, qu'on puisse mobiliser l'association des victimes 24 heures sur 24 me paraît important. Et que l'accompagnement ne peut pas s'arrêter le vendredi à 17h. Alors évidemment, il y a un problème de moyens derrière tout cela, mais j'ai appris, comme vous aujourd'hui, c'est sans doute un hasard, mais en tout cas, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait une augmentation subséquente de l'enveloppe qui serait allouée donc aux associations de victimes. Donc je pense que la barrière étant enfin levée, nous allons pouvoir organiser dans toutes les associations de France Victimes 54 ces fameuses assemblées. Bon, mais je sais que c'est un sujet compliqué, il y a pas de travail, évidemment, salariés en permanence, etc. Je ne l'ignore pas, je viens de Valenciennes, il y avait un service d'aide aux victimes d'urgence qui nécessitait 400 000 € au début, lorsqu'elle a été créée, et qui, quand j'étais à Valenciennes il y a encore 4 ans, 5 ans, bénéficiait d'un budget alloué de 300 000 €. Alors, mais c'était un service très détaillé, très étoffé. Là, on nous demande quelque chose de beaucoup plus modeste. Alors, on est là quand même. Mais on comprend bien qu'il y a des difficultés, et en tout cas, il y a un besoin, et on doit vous exprimer ce besoin. Les avocats
Voilà, donc dont je viens, donc voilà. Sur les lacunes également, j'en finirai par là. L'application des peines. Il y a l'application des peines, il y a le statut de la victime, est normalement tout à fait reconnu par les articles 712, 16 et suivants du Code de procédure pénale, qui mettent en exergue l'obligation pour le JAP et le SPIP de prendre en considération les intérêts de la victime lors d'un aménagement de peine ou d'une éviction intégrée. Ça, c'est le principe de base, qui est inscrit dans le marbre du Code de procédure pénale. Après, sur les déclinaisons de ce principe, les droits reconnus aux victimes sont quand même, on peut dire, allez, en devenir, pour être gentil. Les droits, c'est pour certaines infractions déterminées, le JAP a la possibilité, il n'a pas l'obligation, a la possibilité, avant de prendre sa décision, de demander l'avis, si vous l'aménagement, demander l'avis qui entraînera la libération anticipée de l'individu, de demander l'avis de la victime. Il peut prendre en considération le fait que le condamné puisse se trouver en présence de la victime. C'est pas un droit, ça, il peut. Toutes certaines infractions, le JAP informe la victime de la sortie de prison de son agresseur si elle en a demandé à en être informée. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé dans le Code de procédure pénale sur les droits au niveau de l'application des peines. Il y a là un sujet. Alors, c'est sûr que l'application des peines était orientée vers la réinsertion, est orientée vers la réinsertion de la personne sous main de justice, du condamné. Je pense qu'il va falloir aussi alors ça commence à se faire, il y a un changement de culture professionnelle là aussi, notamment à travers les modèles de violence conjugale, à travers les violences conjugales. On sent qu'il y a un frémissement, plus qu'un frémissement, il y a vraiment un changement de paradigme là-dessus. Et on sent que les SPIP sont en train de s'emparer de la dimension victime. Bon, mais on a encore de marge de progression là-dessus. Voilà, je suis désolé d'être long. TGD bas, tel qu'il veut vraiment manger, Barcelone Clarochon, c'est l'exemple positif de droit nouveau, droit reconnu donc, à la protection, dans un système de protection reconnu aux victimes, et couplé avec un accompagnement, parce que les associations de victimes sont la plupart du temps ont été mandatées pour faire les évaluations qui permettent d'enclencher ces dispositifs, accompagnement et droit, et on a, honnêtement, on peut le dire, c'est un progrès, c'est un dispositif mis en œuvre sur le territoire national, et qui permet de garantir effectivement une protection accrue des victimes. Alors maintenant, la question de savoir, je suis d'accord, si ça doit être réservé aux seules victimes de violences conjugales, c'est un vrai sujet, mais ça demanderait un investissement très important, je parle budgétaire, pour pouvoir assurer ce type de dispositif à toutes les victimes, indépendamment de l'infraction dont elles ont été victimes. Voilà. Donc, très bien, merci. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, de l'aide à la protection des victimes, qu'est-ce que ça représente pour un professionnel de santé? J'évoquerai ça dans un premier temps. Puis une protection de la santé mentale et physique, et je finirai par les enjeux de la préservation de la santé psychique, physique dans le contexte de la victimologie. Vous posiez la question, effectivement, si la victimologie existait, il faut savoir quand même qu'elle est enseignée à la faculté de médecine par le biais d'un diplôme universitaire. Voilà. Pour un professionnel de santé, un médecin, les enjeux de la mise en œuvre de la protection de la victime concernant sa santé mentale et sa santé physique sont différents suivant les stades de la prise en charge professionnelle. Repérage, dépistage des violences ou des maltraitances physiques ou psychiques, prise en charge médicale, prise en charge médico-judiciaire, prise en charge médico-sociale. Le dépistage systématique, traitant le médecin généraliste. La prise en charge médicale, initiale par généraliste, l'urgentiste, le chirurgien quand c'est nécessaire, au long cours par le spécialiste et notamment le médecin psychiatre, aussi le psychologue. La difficulté est liée à la dichotomie de l'urgence physique et de l'urgence psychique. L'urgence physique est plus facile à gérer car balisée par des protocoles de prise en charge des lésions physiques.
pour l'urgence psychique, la sidération, l'état de stress aigu, l'état de stress post-traumatique. Il existe peu de spécialistes, la prise en charge du psychotraumatisme et peu de centres dédiés. La prise en charge médico-judiciaire, c'est le moment où le médecin devra réaliser des certificats médicaux, dont le certificat médical initial, descriptif, avec, s'il en a la compétence, la détermination de l'ITT. Et on le sait très bien que l'ITT est un élément important. Réaliser un signalement judiciaire s'il y a lieu, réaliser un signalement administratif, une information préoccupante si elle a lieu aussi. Prise en charge médico-sociale, il est impératif de bien connaître le maillage associatif du territoire dont dépend la victime. Donc de ce temps, le constat, les besoins, les obligations, on sait que quel que soit le stade de la prise en charge, le professionnel de santé, le médecin, doit tout mettre en œuvre pour être compétent par une formation lui permettant de répondre aux besoins de la victime, un travail en réseau avec des correspondants spécialisés dans la prise en charge et surtout pour le professionnel de premier recours, la connaissance du maillage territorial d'aide au soutien. Pour une protection de la santé mentale et physique, le préambule, la protection de la santé est dépendante de la politique globale de santé, d'action sociale et judiciaire. Pour une prise en charge pluridisciplinaire, une justice et une réparation. Dans ce contexte, le professionnel de santé n'est pas un justicier sauveur. Et ça, le professionnel de santé doit vraiment l'avoir en tête. Les conditions de cette mise en œuvre. Besoin de formation. Le professionnel doit se former sur la thématique des violences et des maltraitances dans le but de réaliser un dépistage éclairé de toutes les formes de violence pour déclencher une prise en charge précoce, on vient de le dire. Plus largement, le professionnel devra pouvoir suivre une formation initiale des pratiques de victimologie sous un aspect générique permettant dépistage, mise en sécurité médicale, orientation spécialisée, information des droits. Repérer les situations à risque, dépister les violences et maltraitances, évaluer l'existence du psychotraumatisme sont des actions majeures, incontournables pour permettre une prise en charge précoce et donc participer à une action de prévention sur les conséquences graves de toutes les formes de violence, maltraitance et actes traumatisants. Je vous rappelle les conséquences sur la santé physique, l'asthénie, les douleurs chroniques, les troubles gastro-intestinaux, les troubles urinaires, génitales, les troubles cardiovasculaires, les troubles endocriniens, ORL, dermatologiques, allergologiques, dentaires. Les conséquences sur la vie personnelle, affective, sociale, scolaire, professionnelle. Les leviers pour la mise en œuvre d'une meilleure protection de la santé de la victime, avoir une action sur la formation continue des professionnels de santé, par exemple, en proposant d'inscrire la spécificité de la santé de la famille au titre du dépistage et prise en charge des violences intrafamiliales comme orientation nationale prioritaire du DPC, développement professionnel continu, s'inscrivant dans le cadre d'une politique nationale de santé. C'est une action que le Conseil national de l'ordre des médecins a eue récemment auprès du ministre de la Santé. Action sur la formation initiale au cours du cursus universitaire permettant un enseignement obligatoire de victimologie générale. Développement sur tout le territoire de réseaux spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme. Les conditions de prise en charge. Elles doivent répondre aux besoins bienveillants d'écoute et de soutien des victimes par des professionnels formés. La mise en œuvre de la prise en charge et la protection de la victime sont fortement conditionnées par un travail en réseau. Ainsi, ces conditions doivent permettre la mise en place d'un espace sécurisant, de répondre aux devoirs d'information de la victime et parfois de l'entourage, dans les cas d'attentats, d'actes terroristes, information médicale sur le psychotraumatisme et ses conséquences, information judiciaire telle que leurs droits, de reconnaître la souffrance psychique comme un psychotraumatisme, d'évaluer les conséquences et risques immédiats, à long terme, responsables des altérations aiguës et chroniques de la santé de la victime.
Les enjeux de la préservation de la santé psychique, physique, dans le contexte de victimologie. Je vais vous rappeler quelques chiffres. Avant cela, vous rappelez bien sûr qu'il s'agit d'un problème sociétal, où on a vu ces dernières années la multiplication des attentats, des violences terroristes sur individus, la dernière largement médiatisée, celle de Samuel Paty, les violences conjugales, l'inceste, plus largement les violences intrafamiliales, les violences sexuelles dont les mineurs sont victimes, les femmes aussi, la cybercriminalité, le harcèlement de rue, à l'école, les comportements sexistes, toutes les formes de discrimination. On a pu constater une augmentation de 30% des violences intrafamiliales pendant le premier confinement. Depuis 2021, plus 20%. Un enfant sur 10 serait victime de violences sexuelles. En général, la prévalence d'un événement traumatogène est de 30% sur une population générale. Les troubles psychiques développés aux dépens du psychotraumatisme. Quelques chiffres. On constate une forte prévalence sur la vie entière. 5 à 6% pour les hommes, 10 à 13,8% pour les femmes. Les violences interhumaines sont les plus pourvoyeuses de psychotraumatisme. Risque de 24% de développer un état de stress post-traumatique après un événement traumatisant de façon générale. 60 à 80% pour les violences sexuelles, 80% pour les viols. Tentatives de suicide multipliées par 10 en cas de développement d'un état de stress post-traumatique. Troubles addictifs, l'alcool, 52% pour les hommes, 28% pour les femmes. Substances psychoactives, 35% pour les hommes, 27% pour les femmes. Quelques dates, il paraissait important de rappeler quelques dates pour se rappeler d'où on vient. 1962, c'est la reconnaissance du syndrome de l'enfant battu de Kemper Silverman. En 67, guerre du Vietnam. Là, c'est la reconnaissance de l'impact traumatique de la guerre sur les soldats. On constate dans les années 70, par les mouvements féministes défendant les droits des femmes, dénonçant la dénomination masculine, les violences subies par les femmes, les violences sexuelles, les violences conjugales et les viols. En 74, l'étude de Laurence Terre, après la prise d'otage à Chowchilla, en Californie aux États-Unis, où là, on a largement développé les conséquences du psychotrauma. Dans les années 80, la définition de l'état de stress post-traumatique adulte et enfant. L'état des lieux actuel, il faut constater quand même une méconnaissance du professionnel de santé. Du trouble psychotraumatique est sous-estimé par les professionnels de santé. Rarement dépistés, ils sont rarement donc diagnostiqués. Les troubles psychotraumatiques sont spécifiques pourtant. La mémoire traumatique est pathognomonique. Les caractéristiques des violences traumatisantes et établit la preuve diagnostique du traumatisme. La mémoire traumatique et la dissociation traumatique sont responsables de toutes les conséquences médicales des situations de violence, mais aussi des conséquences sociales. Cette méconnaissance professionnelle s'inscrit plus largement dans une méconnaissance d'ordre général. Elle est beaucoup moins, cette méconnaissance d'ordre général, beaucoup moins sociétale depuis la libération de la parole avec les grands mouvements actuels. On a été pendant des années dans une tradition de sous-estimation des violences faites aux enfants et aux femmes, le huis clos de la cellule familiale, l'entre-soi, le déni, la méconnaissance surtout de la gravité des conséquences sur la santé psychique, physique et les conséquences sociales. Depuis les grands débats sur le consentement, le déni, la notion d'emprise, les violences conjugales, l'inceste, on peut dire que les lignes bougent. C'est de notre responsabilité pour aboutir à une meilleure protection et une reconnaissance de la victime. En conclusion, je dirais que la réalité des troubles psychotraumatiques ne peut plus être ignorée de tous, et encore moins d'un professionnel de santé, qui devra faire la démarche de se former sur cette thématique pour accéder au moins aux bonnes pratiques de dépistage. Le professionnel de santé devra faire la démarche de s'entourer de correspondants spécialisés, de réseaux pluridisciplinaires,
répondant aux besoins d'une prise en charge en victimologie, particulièrement du psychotraumatisme. Le professionnel devra avoir connaissance du maillage associatif des associations territoriales d'aide aux victimes. Merci. Merci beaucoup. Donc en effet, vous avez rappelé que le professionnel de santé a une importance, en tout cas pour la victime, parce que c'est lui qui va finalement mesurer la souffrance. Les termes sont mal choisis. Mais avec l'ITT, en effet, en fonction de l'ITT posé, moi j'ai toujours été surpris de l'importance et tout s'enchaîne à partir de là. Donc en effet, il faut qu'il soit bien formé. Vous avez rappelé qu'en effet, la victimologie est enseignée, c'est un enseignement obligatoire, je crois même. Enseignement obligatoire à la faculté de médecine, c'est ça? Oui. Et... Non, justement, ce n'est pas un enseignement obligatoire, ça devrait le devenir. Très bien, alors, je suis tout à fait d'accord. Voilà, carrément, sur l'enseignement de la victimologie, parce qu'en effet, on se retrouve face à une certaine méconnaissance des professionnels au regard de l'importance de leur acte et de leurs décisions. On s'interroge. On va passer maintenant la parole à Alexandra Kaczynski, qui va revenir alors et qui va se poser la question, mais alors comment passer de l'aide à la protection des victimes? Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir poussé la Fédération France Victimes à participer à cette table ronde consacrée aux enjeux de la protection des victimes. Juste pour rappel, l'action du réseau France Victimes s'exerce à l'égard des victimes de tout type d'infraction via un soutien global et personnalisé, au plus près et tant que nécessaire pour la victime au niveau juridique, psychologique, social et assuré par des professionnels formés qui ont choisi de travailler dans l'aide aux victimes. Nous exerçons cette action depuis maintenant plus de 40 ans, puisqu'au début des années 80, Robert Badinter, alors garde des Sceaux, a choisi de confier cette mission d'aide et de soutien des victimes au secteur associatif. Pour ma part, je suis travailleuse sociale de formation. En complément de mes engagements bénévoles, j'ai exercé pendant près de 15 ans dans des missions d'accompagnement et de coordination de projets au sein de structures institutionnelles et associatives. Et depuis près de 2 ans, j'occupe le poste de référente accompagnement social au sein de la Fédération France Victimes. C'est donc dans ce cadre que j'interviens aujourd'hui afin de vous exposer plus précisément le rôle du réseau France Victimes et celui du travail social dans l'accompagnement et la protection des victimes et leurs proches, ainsi que des enjeux s'y associant. Quels sont les enjeux de la protection des victimes? Mes prédécesseurs ont déjà apporté de nombreux éléments de réponse révélant la nécessité d'une approche plurielle dans la protection des personnes. Mais comment passer de l'aide à la protection des victimes? Vaste question. Lorsque j'ai débuté la rédaction de cette intervention, une question s'est très rapidement posée à moi. Que signifient exactement les mots aide et protection? De quoi parle-t-on précisément? Je me suis donc dirigée vers la définition de ces termes et voici ce que nous dit Larousse. Aide, nom féminin, qui peut se définir comme l'action d'aider quelqu'un, de lui donner une assistance momentanée, un appui, un soutien, mais également comme un secours financier ou une subvention accordée à certaines catégories de personnes ou d'organismes. Passons au mot protection, nom également féminin, qui peut se définir comme l'action de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque, ou de préserver quelque chose. C'est aussi ce qui protège, assure. Ces deux mots, ils sont notifiés comme des synonymes. D'un point de vue lexical, la frontière semble donc mince. Cependant, si l'on s'attache au sens et à ce qui pourrait faire sens aux professionnels de l'aide aux victimes, il semblerait plutôt qu'aider et protéger s'articulent ensemble. Les associations d'aide aux victimes sont en effet chargées d'accueillir les victimes d'infractions, de les informer sur leurs droits et de leur proposer une aide, dans le cadre d'un accompagnement transversal et pluridisciplinaire. De ce fait, en fonction des situations, elles se saisissent des dispositifs de protection existants. Elles en assurent la mise en œuvre. Nous pouvons à ce titre nommer les protections judiciaires telles que les EVI, donc les évaluations de personnalité des victimes, qui ont vocation à prendre en compte l'ensemble des besoins des victimes en proposant des mesures de protection adaptées à ces dernières dans le cadre d'une procédure pénale.
L'ordonnance de protection, qui peut être définie comme une procédure d'urgence permettant d'assurer la protection des victimes de violences conjugales et de leurs enfants, ainsi que des personnes majeures menacées de mariage forcé. Le TGD, le téléphone grave danger, consistant à assurer l'effectivité de la protection des victimes de viol ou de violences conjugales en grave danger. Ou encore le BAR, le bracelet anti-rapprochement, qui constitue lui aussi une possible réponse protectrice en matière de violences conjugales. Pour ces deux derniers dispositifs, il est par ailleurs intéressant de noter une évolution majeure dans la considération des victimes dans la mise en œuvre de ces derniers. Nous sommes passés d'un rôle passif, la justice visait à protéger en imposant des interdictions à l'auteur, à un rôle plus actif où la victime actionne les dispositifs de protection et participe ainsi au développement de ses capacités à agir pour elle-même et dans son environnement, contexte favorisant le processus de reconstruction. Sur chacun de ces dispositifs, les associations d'aide aux victimes France Victimes y sont associées. Elles évaluent, informent, soutiennent, accompagnent et s'y adaptent pour chaque situation. En complément du judiciaire, les associations d'aide aux victimes mobilisent un certain nombre de dispositifs de protection sociale, qu'elles soient effectives ou via la saisine de partenaires sociaux locaux, qu'elles répondent à des situations d'urgence, comme le fait d'assurer la mise à l'abri des personnes, les orienter vers les services d'hébergement d'urgence, de mobiliser les acteurs de la santé ou encore de proposer des aides alimentaires ou à la vie quotidienne, garantissant ainsi les droits les plus fondamentaux de chacun et chacune. Ou bien des besoins exprimés à moyen et à long terme, en assurant l'accompagnement global et proactif, favorisant la réinsertion sociale des victimes et leurs proches, telles que l'aide aux démarches quant à leur indemnisation, qu'elle soit auprès du tiers responsable ou auprès de fonds d'indemnisation, l'accompagnement vers le logement et l'emploi, ou encore l'ouverture des droits sociaux. Et elle se mobilise aussi, elle coordonne en fonction des besoins et des demandes des personnes. Ainsi, la mission d'aide, mission première des associations d'aide aux victimes, évolue effectivement vers celle de la protection. Cette approche plurielle et cette articulation entre les différentes politiques publiques, fonctions et pratiques concourent fortement à aider et protéger l'ensemble des personnes victimes. À ce titre, nous pouvons également ajouter la présence d'un dispositif de prévention et de protection, celui des ISCG, c'est-à-dire des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. Nombreuses associations d'aide aux victimes portent ce dispositif ou ont développé un partenariat privilégié avec ces professionnels de l'action sociale. Adapté aux situations locales, ce dispositif assure la mise à disposition d'une ou d'un travailleur social au sein des commissariats gendarmerie. Par leur présence, elles et ils garantissent un espace d'écoute et d'expression aux victimes, qu'elles souhaitent porter plainte ou non, une position d'interface multiple, mais aussi un accueil en temps réel, dans une démarche proactive, permettant ainsi d'identifier et d'accompagner les situations d'urgence. Dans la continuité de ce dispositif, rappelons aussi que ces associations incluent également des travailleurs sociaux au sein de leurs équipes. En complément de l'évaluation et la coordination des actions d'intervention sociale, qui consistent notamment à identifier les problématiques sociales antérieures et consécutives à l'infraction, à favoriser l'accès aux droits et la capacité à agir des personnes, ces professionnels contribuent fortement à la mise en action des dispositifs d'urgence, de signalement et de protection. En ce sens, l'ensemble des travailleurs sociaux du réseau favorise l'accès aux droits fondamentaux, la lutte contre le non-recours aux droits et à la prévention des exclusions, l'identification des situations sociales vulnérables non connues ou identifiées comme telles, la cohérence des interventions de proximité et de cette façon la protection des victimes et leurs proches. Écouter, aider et protéger s'articulent donc toujours étroitement en bénéfice des personnes accompagnées. Dans cette continuité, il est essentiel par ailleurs d'évoquer le décret du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social incluant cette dimension de protection dans un objectif plus global. Je cite: dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir par des approches individuelles et collectives le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Autre point, le contexte national
où les situations de pauvreté et de précarité se renforcent, les professionnels de terrain de l'aide aux victimes peuvent comprendre combien les situations individuelles des victimes et de leurs proches ne se résument pas à l'infraction en elle-même, mais bien à la conjonction de l'infraction subie et de la situation sociale de la personne. Les situations de vulnérabilité sociale et économique sont des facteurs de survictimisation et peuvent impacter durablement le processus de reconstruction des victimes et des proches. Avec cette crise sanitaire, il semble plus que jamais difficile de nier ces impacts dans nos prises en charge et la nécessité de faire intervenir les travailleurs sociaux dans l'aide aux victimes. L'un des enjeux de la protection consiste également à réinscrire la personne dans les liens sociaux et de solidarité en rompant le sentiment d'isolement et de solitude. En vérifiant l'existence d'un dispositif spécifique et adapté à la situation, l'individu pourra ainsi se projeter plus aisément dans un processus d'accompagnement judiciaire et de soutien psychologique et mettra en action ses forces et ses ressources aux côtés de professionnels qualifiés. Cet enjeu impose certes le travail d'équipe, mais aussi l'élaboration et la mise en œuvre d'un partenariat interinstitutionnel et associatif permettant d'optimiser l'organisation des réponses et la coordination des actions de proximité en complémentarité. Plus les possibilités proposées sont grandes et nuancées, plus la personne pourra investir les pistes qui lui font sens. Cette dynamique participe donc tant à la lutte contre le non-recours au droit qu'à la favorisation du pouvoir d'agir des personnes et donc de leur protection. Cette approche globale reste par ailleurs contrainte par des logiques institutionnelles, professionnelles, parfois individuelles, et des temporalités multiples. Connaître et reconnaître les possibilités et les limites des actions collectives ou individuelles, respecter et concilier les temps des personnes accompagnées dans le processus de soutien, participe à la bonne mise en œuvre de mesures de protection dans la durée et constitue un cadre favorisant la résilience des victimes. Nos pratiques et postures professionnelles supposent en outre d'adapter et co-construire les réponses aux besoins des personnes dans la durée. Il s'agit ici de penser ensemble à une logique de protection des victimes à différentes étapes, à l'échelle individuelle, collective et institutionnelle. La relation de confiance établie et la proactivité sont en un sens des leviers non négligeables en permettant à chaque entité d'interroger la relation d'accompagnement ainsi que l'évolution des attentes et des besoins et d'adapter l'accompagnement, voire sa pratique, dans le cadre d'un accompagnement actif au plus près et tant que nécessaire pour la victime. De telle manière, les professionnels de l'aide aux victimes mettent en œuvre une approche plurielle et adaptée, renforçant ainsi le triptyque prévention, aide, protection et l'association des individus dans la mise en œuvre des accompagnements. Il et elle concourent ainsi à l'évolution des pratiques et à garantir aide et protection à l'ensemble des victimes et à leurs proches. C'est également dans cette nécessité de recréation des liens de solidarité, de justice sociale et d'inclusion que le travail social doit être considéré comme un domaine d'intervention essentiel au sein des associations d'aide aux victimes, en complémentarité de l'accompagnement juridique et du soutien psychologique, car il participe largement à la cohérence et à l'efficacité des missions d'aide et de protection dans ces associations. Intégrer ces apports nécessite donc d'adapter nos actions et de développer l'approche sociale dans notre prise en charge, quel que soit notre niveau d'intervention. Penser la protection des victimes nécessite également d'inclure la dimension de la protection sociale des individus et de leur sécurité au sein des politiques publiques de l'aide aux victimes. En ce sens, adapter et protéger sont des missions qui ne peuvent se réaliser sans une déclinaison de ces dernières au niveau local. Il s'agit par conséquent de penser un accompagnement adapté aux besoins des victimes ainsi qu'aux enjeux sociétaux, mais aussi de mettre à profit les expériences et savoirs de toutes et tous, notamment dans le cadre des actions de sensibilisation et de prévention du terrain, composante intégrante de la protection. Pour cela, la pérennisation et l'évolution des moyens économiques et humains restent essentielles, tant pour soutenir le travail réalisé par les professionnels de terrain que pour lutter contre toutes les formes d'exclusion sociale. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc on aura bien compris que l'aide et la protection finalement se conjuguent ensemble et que par la protection, il y a aussi l'idée de prévention tout à fait essentielle dans votre quotidien finalement, dans votre quotidien. Je vais passer immédiatement la parole aux représentants du défenseur des droits, à madame Elia Guillaume de Camille, c'est ça? Très bien. Donc, voilà, merci. Qui donc va présenter le rôle du défenseur des droits dans la protection des victimes. Déjà, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs pour cette invitation à participer aux assises et pour l'opportunité pour moi de vous présenter le défenseur des droits. Le défenseur des droits, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de veiller au respect des droits et des libertés. Le défenseur des droits est actuellement dirigé par une défenseur des droits, Claire Hédon, qui a été nommée en juillet 2020. Et l'institution comprend par ailleurs plus de 200 agents au siège à Paris, ainsi qu'un réseau d'environ 530 délégués qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris au sein des établissements pénitentiaires. Les délégués tiennent des permanences dans des points d'accueil variés, donc Maison de la Justice et du Droit, Maison France Service, CCAS, en préfecture et en mairie également. En Meurthe-et-Moselle, il y a actuellement 6 délégués, bientôt 8, qui sont répartis sur 8 points d'accueil. Et ce sont les délégués qui traitent de la majorité des réclamations qui sont portées à la connaissance de l'institution. Ils interviennent dans une démarche de règlement amiable entre le réclamant ou la réclamante et la personne ou l'institution mise en cause. Et en plus de ces tentatives de règlement amiable, qui sont donc majoritairement assurées par nos délégués, les agentes et les agents du siège disposent de pouvoirs d'enquête et d'investigation. Et ils peuvent également, entre autres, présenter des observations devant une juridiction ou encore rédiger des recommandations sur une situation portée à la connaissance de l'institution. Plus concrètement, le défenseur des droits veille au respect des droits par 2 missions, une mission de protection des droits et une mission de promotion des droits. Concernant tout d'abord la mission de protection des droits, le défenseur des droits examine les situations portées à sa connaissance et intervient dès que la réclamation relève de sa compétence. Il y a 5 domaines dans lesquels le défenseur des droits peut intervenir. Le principal domaine de compétence du défenseur des droits est la défense des droits des usagers des services publics. Donc concrètement, le défenseur des droits va pouvoir intervenir dès qu'il constate un dysfonctionnement dans un service public. Donc ce sont des champs assez divers. Le défenseur des droits intervient notamment en matière de protection sociale, de demande de titre de séjour ou encore en droit routier. Le défenseur des droits est également compétent en matière de lutte contre les discriminations. C'est une thématique que le défenseur des droits a à cœur de développer, d'où la création en février dernier d'une plateforme qui est spécifiquement dédiée. Il s'agit de la plateforme antidiscrimination qui est accessible sur le site internet et également par téléphone au 3928. Et par ailleurs, l'équipe régionale du défenseur des droits s'est agrandie avec l'arrivée de Clémence Nera qui est présente également aujourd'hui, qui est chargée de mission lutte contre les discriminations et accès aux droits pour la région Grand Est. Donc ça, c'était pour la compétence lutte contre les discriminations. Ensuite, le défenseur des droits veille au respect des droits de l'enfant et à la protection de son intérêt supérieur. Donc l'institution va notamment intervenir dans le milieu scolaire, également en protection de l'enfance, à l'égard des mineurs étrangers, y compris les MNA, les mineurs non accompagnés. Une autre des compétences du défenseur des droits est le respect de la déontologie par les forces de sécurité. Dans ce champ de compétences, le défenseur des droits est compétent en matière de violence, de refus de plainte, de non-respect de la procédure ou encore de propos déplacés. Et enfin, dernier champ de compétences, la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte, qui est plus subsidiaire, mais nous sommes quand même compétents. Et ce, par le biais d'une procédure qui garantit bien sûr le respect de la confidentialité du dossier. Donc voilà pour les champs de compétences du défenseur des droits, sachant que les réclamantes et les réclamants sont bien évidemment réorientés vers les structures compétentes lorsque le défenseur des droits ne l'est pas lui-même. La saisine du défenseur des droits est ouverte à toutes et à tous, et ce gratuitement. Elle peut se faire par différents moyens, à savoir par courrier, en remplissant le formulaire en ligne qui se trouve sur le site du défenseur des droits, via notre plateforme téléphonique ou la plateforme anti-discrimination dont je vous parlais lorsqu'il s'agit d'une situation de discrimination,
ou enfin en contactant directement un ou une déléguée, sachant que les lieux de permanence et les coordonnées des délégués sont également accessibles sur notre site internet. Concernant la mission de promotion des droits, maintenant, pour finir, le défenseur des droits publie des rapports sur diverses thématiques relevant de sa compétence. La majorité de ces rapports ont un lien direct avec les situations qui sont portées à sa connaissance, en vue à la fois d'informer tout un chacun sur ces situations, mais aussi afin d'alerter les pouvoirs publics sur le sujet en question. Le défenseur des droits publie également des rapports réguliers, tels que le rapport annuel sur les droits de l'enfant, qui sort chaque année à la mi-novembre. Cette année, il portera sur la santé mentale des jeunes. Et, autre exemple, le baromètre annuel de la perception des discriminations dans l'emploi, qui paraîtra début décembre et qui sera axé sur la perception des discriminations dans l'emploi par les jeunes. Je vous remercie.